Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau délit d'opinion. Je disais à Charles tout à l'heure, il y a des décennies dans lesquelles quasiment rien ne se passe, et puis il y a des journées, des semaines dans lesquelles on a l'impression que l'histoire accélère à un rythme absolument hallucinant. J'ai l'impression que c'est le cas de ces derniers jours. Dimanche soir, on ne s'attendait que à voir des résultats des élections européennes, même si Bardella disait que voilà, il fallait qu'il fasse un score maximal pour demander une dissolution. Bon, ça n'engageait que lui. Derrière, personne ne s'y attendait. Et pourtant, quelques minutes seulement après, Macron annonçait cette dissolution et la tenue de nouvelles élections législatives. Et nous allons donc en parler dans cette émission. Alors, on va reprendre les choses par le commencement parce qu'on en oublierait presque ça. Mais dimanche soir, il y a eu des élections européennes quand même. Oui, qui nous intéressaient beaucoup. Voilà, qui nous intéressaient un peu quand même. Surtout que ça pouvait être discutable avant, mais Jordan Bardella a vraiment nationalisé l'enjeu de cette élection, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que les gens ne se précipitent pas vers les bureaux de vote en se disant tiens, qui je vais envoyer à l'Europe, mais plutôt en se disant quelle défaite j'ai envie d'infliger au président de la République. Et donc la défaite c'est la suivante, donc j'ai les chiffres sous les yeux. Le RN a fait 31,4, le Renaissance a fait 14,6, la liste de Glucksmann a fait 13,8, la France Insoumise a fait 9,9, les Républicains ont fait 7,25, les Écolos 5,5, et pareil pour la liste Reconquête de Marion Maréchal. Donc défaite assez cinglante de la majorité présidentielle. Et donc quelques minutes après les résultats, 50 minutes, quelque chose comme ça, Emmanuel Macron a pris donc la parole pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui. Et c'est là que s'est mis en branle tout un tas de choses auxquelles on s'attendait pas forcément. Donc il y a eu un grand coup de silence d'ailleurs dans les différents états-majors, enfin les endroits où les militants se réunissaient. D'un seul coup, les militants qui étaient tous en train de chanter, parce que comme toujours tout le monde avait gagné dans cette élection, d'un seul coup, pouf, pas un bruit quand même. Ouais. Donc peut-être avant de se consacrer entièrement à cet enjeu totalement national, je voudrais quand même rappeler vite fait, en 2 minutes, même pas, les scores au niveau européen, c'est-à-dire que le PPE au Parlement européen a gagné 10 sièges, les sociaux-démocrates en ont perdu 5, le groupe Renew, auquel appartient justement Renaissance, en a perdu 22, donc en grande partie à cause de Renaissance, mais pas que. Le groupe ECR, dont font partie Reconquête et Giorgia Meloni, en ont gagné 13. Les non-inscrits en ont gagné 28. Forcément, il y avait l'AfD dedans, donc forcément, ça fait pas mal de sièges. Le groupe Identité et Démocratie de Marine Le Pen en a gagné 5, malgré justement le retrait de l'AfD de ce groupe. Les Verts, les écolos en ont perdu 17, et la gauche radicale en a gagné 3. Donc il n'y a pas un énorme changement, il y a une progression quand même des droites nationales au Parlement européen, mais il n'y a pas un énorme changement de rapport de force non plus. Donc voilà, je voudrais quand même vous rappeler ça. Maintenant, la vraie actu, effectivement, le vrai coup de tonnerre, c'est la dissolution. Donc, peu de temps après les résultats, on a eu cette allocution du président de la République qui, pour une fois, a pris compte de la défaite. Et surtout, a été brève. A été brève, oui. C'était surtout ce que j'ai apprécié, moi, c'est que on n'a pas eu besoin d'attendre pendant 2 heures. Quoi. Ouais. Il a dit son truc en 5 minutes et il est parti. Quoi. Voilà, exactement. C'était très bien. Donc des nouvelles élections législatives, en l'occurrence, auront lieu le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Donc les différents partis politiques, je crois qu'ils avaient jusqu'à vendredi 16h, mais je crois que ça a été prolongé jusqu'à dimanche, pour valider leurs 577 candidats et du coup tout autant de suppléants. Donc face à ces résultats des élections européennes qui sont une sorte de sondage en fait officiel sur un panel pour le coup assez représentatif des Français, pour connaître leurs sentiments à un instant T, et sachant que en plus de ça il y a que 3 semaines de campagne pour les législatives. Il y en a que la moitié qui ont voté. Hein. Oui, bien sûr, faut le préciser, il y a 52% des gens qui ont voté, donc il y a 48% des gens des inscrits qui ne sont pas allés voter. Il y a une très légère hausse de la participation de 1,5%, 2%, quoi. C'est pas faramineux non plus. Donc le RN est totalement en position de force là, et je sais pas exactement ce que comptait faire, je sais pas si c'était un vrai coup politique
de la part d'Emmanuel Macron en se disant peut-être la gauche n'a pas le temps de s'unir, la droite non plus, donc peut-être j'ai une chance de m'en sortir. Mais là, peut-être que Renaissance va carrément avoir une chance de disparaître en fait. Parce que la gauche s'est faite en l'espace de 2 jours. Ouais. Il y a eu donc LFI, ELV, le PCF et donc le Parti Socialiste qui se sont mis d'accord. Et c'est la vraie nouveauté, il y a une alliance à droite aussi. C'est-à-dire que Marion Maréchal, qui justement s'était engueulée avec Zemmour et Sarah Knafo sur la manière de faire campagne, notamment dans son attitude par rapport au RN, elle n'a pas tellement attaqué le RN frontalement. Zemmour, oui. Sarah Knafo, oui. Et maintenant, ils sont bien obligés de vouloir l'alliance parce qu'ils n'ont absolument aucune chance d'avoir le moindre député à ces élections. Et par conséquent, c'est Marion qui est obligée d'aller parlementer. Sauf que Marion, elle en a un peu marre de l'équipe Zemmour. Et du coup, c'est plus que possible qu'il y ait une rupture entre les deux. Oui, oui, c'est... L'histoire ne repasse jamais les plats 2 fois, quoi, c'est connu. Ils ont eu une chance, ils en ont eu une demi avec cette élection Zemmour, Nafo, comment ça s'appelle, Nafo. Ils ont préféré, je sais pas quoi. Et en tout cas, voilà, c'est un peu, voilà, ça risque d'être quelque chose qui va disparaître. Oui, et ce qui parce qu'ils ont un gros problème, c'est qu'ils touchaient des sommes assez importantes, ce petit groupe-là, parce qu'ils avaient eu pas mal de voix, même s'ils n'avaient pas eu d'élus la dernière fois, et ces voix, c'est en fonction de la dernière élection qui a lieu. Donc comme maintenant il va y en avoir une nouvelle et qu'ils vont pas présenter de députés sans doute, donc ils vont pas du tout avoir, donc il va leur manquer plusieurs millions d'euros de rentrées qu'ils vont plus avoir. Donc c'est-à-dire que il va falloir faire de nouvelles boutiques, quoi. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport aux dernières élections législatives, c'est l'intérêt de participer à ces élections. Quand même si vous gagnez pas, en fait, vous pouvez avoir des aides de l'État. Tant par voix. Voilà, exactement. C'est une somme par nombre de voix. Et par conséquent, s'il y a une alliance, s'il y a une rupture entre Marion et Zemmour et que Marion amène tout un tas de candidats en fait qui sont greffés à la liste dominée donc par le RN, Reconquête va se retrouver vraiment tout seul. Ils vont faire très très peu de voix et donc à ce moment-là, s'ils présentent quelqu'un, voilà, s'ils présentent des gens, s'ils arrivent à trouver les candidats, parce que c'est pas donné aujourd'hui, c'est vraiment aller au casse-pipe, donc faut quand même s'engager. Faut au moins 20 000 euros par candidat, non? Ouais. Bon, après, là, c'est 3 semaines de campagne, donc c'est peut-être... Oui, mais il faut quand même les papiers, Ouais, non, mais c'est de l'argent, effectivement. C'est de l'argent et c'est de l'énergie. Et en général, on vous laisse un peu tout seul dans votre coin, vous n'êtes pas forcément aidé. Il y a beaucoup de gens, je dois le dire, qui étaient assez enthousiastes au départ pour être candidat pour Reconquête il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il y en a beaucoup qui ont été traumatisés et qui ont perdu de l'argent. Voire parfois qui ont perdu un boulot parce que vous affichez aussi avec votre tête, votre nom. C'est pas une étiquette très très facile à porter. Il faut être courageux et ils n'ont pas forcément été hyper soutenus par la hiérarchie au-dessus. Forcément, voilà, c'est une aventure très difficile et par conséquent, ça va être très difficile pour Reconquête, tout seul dans son coin, de trouver 577 candidats et tout autant de suppléants. En 3 jours. Impossible. Oui, en quelques jours. C'est absolument impossible. Il y a énormément de militants qui se portaient volontaires il y a 2 ans. Aujourd'hui, la plupart de ces militants, soit ils sont plus dans la vie politique, soit ils sont au RN globalement. Et on a une fraction qui est restée à Reconquête, mais ça va pas suffire, je pense. Donc voilà, de ce côté-là. Cette dissolution va sans doute faire 2 victimes. Le parti Renaissance, le parti du président, là, parce qu'on voit pas, ils vont être pris en tenaille par ces 2 blocs. Ouais. Et puis peut-être Reconquête. C'est les 2 qui risquent de douiller, quoi. Ça me paraît assez clair. Ouais. Alors, moi, ce qui m'a surpris dans tout ça,
c'est la vigueur des condamnations que la gauche portait sur la LFI, la France Insoumise, et la rapidité avec laquelle ils se sont réconciliés, quoi. J'ai trouvé ça parce que il y avait des militants qui parlaient le soir de l'élection, enfin des élus, et qui disaient qu'en aucun cas ils ne voulaient maintenant travailler avec LFI, puis pouf. Pour que la gauche n'a jamais de mal à ils s'envoient des vannes pas croyables, mais dès que l'élection approche, l'odeur du foin fait que ils deviennent immédiatement beaucoup plus souples, quoi. J'ai quand même, honnêtement, je vais dire encore une grosse bêtise, mais en tant qu'honnête homme, j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un peut s'allier à LFI aujourd'hui, quoi. Mais en tant que citoyen, mais s'il y a des gens qui se sont conduits comme des cochons depuis des mois... Des mois, oui, c'est sûr. Donc je me dis, mais faut-il qu'ils soient désespérés, quoi. Ouais, effectivement. Par exemple, pour Europe Écologie Les Verts, on peut peut-être le comprendre, ils sont pas en position de force. Mais c'est vrai que c'est un peu plus surprenant venant du Parti Socialiste, parce que c'est eux qui viennent de faire le plus gros score. Et puis en plus, leur tête de liste, c'était quand même Raphaël Glucksmann. Et Raphaël Glucksmann a été absolument insulté, vilipendé par énormément de militants de la France Insoumise. Et ils étaient vraiment pas copains, quoi. Donc effectivement, on peut leur reconnaître ce pragmatisme. Les reproches qu'on faisait à LFI, c'était des reproches de fond, c'est-à-dire un manque total de considération pour ceux qui pensaient pas comme eux. Enfin, je veux dire, on peut accumuler les griefs, mais vous voyez, et puis maintenant tout le monde se précipite en disant à nous deux, embrasse-moi Folleville, quoi. Non, mais ça donne honnêtement, quand je regarde la gauche maintenant, j'ai vraiment une impression ridicule, de gens ridicules. C'est-à-dire de gens qui croient à des calembres d'âne et qui n'ont ni honneur ni parole, quoi. Et ils ont une crise de légitimité absolument énorme, parce que ils représentent plus le peuple. Voilà, si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est hallucinant. Vous pouvez avoir l'impression que 90% des voix sont pour la France Insoumise. À la fin, ils font même pas un score à 2 chiffres. C'est vraiment ils se prennent pour les rois du monde, et à la fin, en fait, ils ont apparemment la grosse tête. Ils se considèrent comme les sauveurs de l'humanité, mais enfin. Je sais pas, c'est pas en soutenant le Venezuela, Cuba, où tout le monde meurt de faim, où tout le monde se barre, que vous devenez un sauveur des matinées. Donc, ils ont cette espèce de morgue des gens de gauche qui se sont trompés sur tout, qui ont soutenu tous les assassins, qui continuent d'ailleurs avec beaucoup de courage, et qui sont là et qui vous donnent des leçons de morale, quoi. C'est vraiment bizarre, quoi. Pour moi, je comprends les socialistes, je comprends les écolos, mais je comprends pas du tout les gens qui sont à LFI, mais c'est sûrement de ma faute, hein. C'est simplement, je comprends pas pourquoi ils se présentent à des élections en France, alors à l'évidence, ils détestent ce pays de tout leur âme. Ouais. Hier encore, il y avait justement des manifestations contre le Rassemblement National à Paris et dans d'autres villes. Et il y a eu une scène en particulier dans laquelle des militants donc de la France Insoumise ont grimpé un balcon pour enlever un drapeau français. Donc il y avait un type qui avait un drapeau français sur son balcon. Parce qu'ils sont au droit le plus strict. Ils l'ont enlevé et ils étaient tous très contents d'enlever ce drapeau français. Et tout le monde applaudit, oui, bien sûr. Ils ont parfaitement honte de ce drapeau. Ouais. Mais voilà, à quoi ça... Enfin, je sais pas. J'ai des problèmes de compréhension en ce moment. Si vous voulez, c'est pourquoi tous ces gens qui viennent chez nous, de pays apparemment où règne le bonheur, la paix, et où le miel et le lait coulent à flot, mais pourquoi ils viennent chez nous et ensuite pour nous rentrer dedans et dire du mal de notre pays? Bon, c'est déjà une première question. Bon. Et la deuxième, c'est pourquoi des gens se présentent-ils à des élections dans un pays qu'ils méprisent à ce point-là? Ils pourraient partir dans les pays des premiers pour se présenter aux élections, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, il y a une espèce de paranoïa dans la gauche qui me paraît... J'ai du mal. Mais en fait, pas chez toute la gauche. Hein.
mais les gens de LFI, j'ai du mal. Non, effectivement, il y a une différence. Le Parti Socialiste, c'est un parti politique avec lequel j'ai à peu près que des désaccords. Mais ce sont des désaccords. La France Insoumise, je sais que si j'étais à un meeting de la France Insoumise et qu'ils savaient ce que je pensais, à mon avis, j'ai une espérance de vie relativement faible. Ils vous tapent dessus et c'est bon, je sais pas, c'est ceux qui dans l'histoire ont tué les gens en Vendée, qui ont coupé la tête. D'ailleurs, Mélenchon est un chaud partisan de Robespierre qui reproche de ne pas avoir tué assez de gens, sinon ça aurait bien marché. Donc, je vous laisse, c'est vraiment l'héritier de tous les Pol Pot, on les a vus partout. Ce sont des assassins et des criminels. Ils sont contents d'eux. Ouais. Je sais pas, leur maman les a passés, mais non, parlons pas de ces gens-là, c'est pas bien intéressant, mais c'est moi, j'ai dû... j'essaye... Vous savez, parce que la tolérance, c'est une vertu pareille. Alors j'écoute, mais je me dis, alors là, j'ai beau écouter, je comprends rien. Il n'y a rien à comprendre d'ailleurs, à mon avis. C'est juste de la haine qui coule. Ces gens d'ailleurs sont de mauvaise humeur tout le temps. Oui, bah c'est une énorme culture du ressentiment. Pour le coup, ils ont choisi de faire campagne essentiellement sur un vote pro-immigré et surtout pro-arabe. Et d'ailleurs, ça a été... Pro-palestinien. Pro-palestinien. Et d'ailleurs, j'ai même vu des réactions de gens sur Twitter qui disaient oui, voilà, moi je suis noir et les filles, ils s'occupent que des arabes, ils s'occupent pas des noirs. Donc parfois, même quand on fait ce choix-là, et ben en fait, c'est pas forcément, on n'est pas forcément gagnant sur tous les panels de l'immigration. Et les filles s'occupent pas du tout des vieux blancs. Ah bah non, comme moi. Non, je pense qu'ils s'en foutent de vous, effectivement, à mon avis. Bah voilà, c'est ça. Déjà, moi, à mon avis, ils sont pas concernés pour mon cas, mais alors je pense que vous êtes vraiment très loin derrière encore. Oui, c'est pour ça que je les aime pas. Ils s'intéressent pas à moi. Vous connaissez la définition de l'égoïste. C'est quelqu'un qui pense pas à moi. Mais c'est bien sûr. Et LFI donc a fait des scores à 2 chiffres uniquement dans les villes, hein, bien sûr. Donc c'est représentant d'une certaine sociologie. Ils ont fait des scores bien sûr très corrects dans les banlieues aussi. Ce que je voulais dire, oui, par rapport à cette histoire de dissolution et d'alliance aussi des droites, c'est que la grande nouveauté, c'est que cette fois-ci, les républicains peuvent en faire partie. Et ça, pour le coup, ils ont l'air d'être en train de se mettre sur la gueule, non? Oui, ils se mettent sur la gueule, effectivement. Au moment même où on en parle, oui, effectivement. C'est-à-dire que Ciotti est allé voir donc Marine Le Pen et il a annoncé au JT de 13h que les Républicains faisaient alliance avec le RN. Alors bien sûr, selon quelques estimations à l'Assemblée nationale, si LR fait campagne tout seul, ils risquent peut-être pas... Ils auraient rien, ils en auraient plus un seul. Alors, ils vont peut-être pas disparaître, mais leur nombre de députés risque d'être divisé par 2 quand même. Donc c'est pas non plus la gloire. Alors qu'avec un accord électoral, ils peuvent espérer avoir peut-être 80 sièges, quelque chose comme ça avec le RN. Donc c'est quand même assez déterminant pour beaucoup de gens qui siègent à l'Assemblée. L'entièreté des sénateurs LR a dit non, nous on veut pas de cet accord. Bon, les sénateurs forcément, ils risquent pas leur peau à cette élection, donc ils s'en fichent, ça leur coûte rien de dire ça. Gérard Larcher aussi. D'autres cadres ont pris position là-dessus. Guilhem Carayon de son côté, qui est lui c'est le représentant des jeunes LR, a dit qu'il suivait Ciotti, et je pense qu'il est plutôt représentatif de l'opinion majoritaire chez les militants. Et donc tout le monde enfin les grands cadres... Laisse-moi poser une question là. Allez-y. Un jeune LR là, oui. Il a quoi? Il a 65 ans? Alors, parce qu'en principe, si vous voulez, les vieux LR, ils ont 85 ans. Vous croyez pas forcément si bien dire, parce qu'il y a quelques années, je me souviens qu'ils avaient modifié les statuts pour changer la définition de ce qu'était un jeune. Je crois que c'était passé soit de 25 ans à 30 ans, ou alors de 30 ans à 35 ans la limite. Non, parce que j'imagine pas ce que c'est qu'un jeune LR, quoi. C'était un type qui a été sur les bancs de la classe avec De Gaulle. Ouais, non mais... je veux dire, des jeunes LR, comment ça peut exister? Comment peut-on être jeune LR aujourd'hui? Il y en a, la logique m'échappe un peu, je le confesse, mais il y en a. Voilà, je sais pas quel est leur parcours de vie, s'ils ont vécu des choses étranges durant leur enfance. Ils ont dû naître très vieux, vous savez. Ouais. Ils ont dû naître déjà. Je pense vieux du moins dans la tête.
Et donc, alors, il y a une grosse bagarre. Alors, donc, d'un côté, il y a ceux qui veulent être élus. Et vous me dites que de l'autre côté, il y a ceux qui sont élus, déjà élus, qui veulent ceux qui sont déjà élus, qui sont tranquilles, eux, ils veulent pas de garder l'alliance. leur pureté virginale, quoi. Voilà, exactement. Et puis après, il y a les cadres, comme Michel Barnier ou d'autres, qui disent Éric Ciotti doit quitter la présidence des Républicains. Barnier, c'est un des grands spécialistes du collage de l'air. Ça, c'est lui avec l'Europe et tout, qui a tout foutu en l'air. Il n'y a pas une trahison qu'il a faite, celui-là. Donc, c'est bien. On est tranquille, c'est bien. Voilà. Je pense que moi, j'aimerais beaucoup que Michel Barnier me fasse un reproche. Je prendrais très bien. Mais peut-être qu'il devrait prendre sa retraite aussi. Oui, peut-être un jour. Et par conséquent, derrière, Ciotti a répondu que il n'y avait que les militants qui pouvaient l'enlever de ses fonctions. C'est quand même comme ça que sont élus les présidents, donc du moins chez LR. Et par conséquent, c'est plutôt logique, effectivement. S'il a été élu par la. Et est-ce qu'ils n'ont pas le temps d'organiser un vote des militants d'ici s'ils peuvent en organiser un, je connais le résultat. Si c'est lui qui l'organise qui gagne, mais c'est la grande spécialité du Parti socialiste autrefois entre Marine. La petite Aubry et puis Ségolène Royal. Il y avait des trucs qui avaient été organisés où la justice électorale avait régné en maître. C'était pareil entre Fillon et Copé. C'était co-organisé, du coup il y a eu 50% des voix pour chacun. Pour chacun de temps, c'est celui qui bourrait le plus ses urnes. Mais là, donc il faut voir ce que disent les statuts. Qui prend ce genre de décision? C'est le président ou c'est les anciennes gloires qui ont coulé le parti? Justement, je pense que... Ça me rendrait presque Ciotti sympathique, ça. Ah oui, non mais pour le coup... Parce que je vois les gens qui s'y opposent, je me dis tiens donc... Ah oui. C'est tous ceux qui ont tout bloqué qui ont su... Quand on sait... c'est tous les Mitterrandiens alors qui étaient dans le LR, qui étaient tous pas favorables à Mitterrand là. Ouais. À mon avis, effectivement, Ciotti, on doit quand même saluer son courage, parce que je sais pas si vous imaginez le nombre de coups de fil et de coups de pression que vous devez recevoir lorsque vous émettez la possibilité un matin de faire alliance avec le RN. Et maintenant, ceux qu'on n'a pas encore trop entendus, parce qu'on a entendu les cadres qui risquent rien, on a entendu quelques députés européens qui risquent rien, on a entendu des sénateurs qui risquent rien. En revanche, on n'a pas encore entendu trop les députés, parce que en fait, si vous êtes député dans une circonscription où vous voyez que la liste de Bellamy a fait 8% et que la liste de Bardella a fait 35%, vous dites j'aimerais bien qu'il n'y ait pas un type de Bardella qui vienne sur mes terres, quoi. Voilà, exactement. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas envie de terminer au chômage. Donc là, ça vous arrange l'alliance avec. Alors la question que j'aimerais vous poser, vous qui êtes un fin observateur de toutes ces calembredaines, ce qui n'est pas mon cas, ces types qui s'y opposent, etc., les Larcher, etc. Quelle est la logique? Parce que personne ne me fera croire qu'il croit une seconde que Marine Le Pen est un danger pour la République, la démocratie ou n'importe quoi. Ils obéissent aux ordres de qui? Alors, je sais pas si... Ils sont pas bien nets, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pense qu'ils sont un peu en perte de repères, parce que d'habitude, ils gèrent les choses vraiment dans le temps. Et ils savent ce qui va se passer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans leur Non, mais logique. ce que j'essaie de comprendre, c'est la malédiction sur le RN. Ouais. Bien, ça a été porté par Mitterrand, ça a été un coup très malin, alors que la France était un pays de droite pour être gouverné par la gauche, parce que ça a éliminé 20% ou 25% de la droite de ce qui faisait que la gauche se retrouvait majoritaire. Bon, mais Mitterrand, il est mort il était au pouvoir il y a combien de temps? Il est mort en 88. C'était 81, 95. 95. Donc attendez, ça fait 10 ans. Ça fait un peu plus de 40 ans qu'il est arrivé au pouvoir, c'est 43 ans, et puis il est resté 14 ans. Donc ça fait 30 ans qu'il est parti. Donc la droite a été piégée par cet anathème porté sur le parti. Il me semble que le parti de droite en question a fait quelques évolutions depuis qui le rendent à peu près convenable. Oui. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, s'il n'est pas convenable, il faut l'interdire et puis on parle d'autre chose. Oui, voilà, en fait, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Où c'est un parti républicain, où ça l'est pas. Où il respecte la loi, il la respecte pas. Ouais. Par contre, on pourrait interdire LFI, ça me gênerait pas, là. Pourtant, je suis pas partisan des interdictions, parce qu'ils en ont fait des trucs interdits. Donc, je cherche pourquoi un homme soi-disant de droite continuerait à favoriser une politique qui maintient le pays sous la coupe de ceux qui l'exploitent depuis longtemps. C'est parce qu'ils touchent eux-mêmes?
Peut-être. Je pense que je cherche à comprendre ce qui les arrange, c'est peut-être le statu quo. Ils sont bien dans cette situation. Ils se rendent pas compte que la France en crève du statu quo. Ils ont pas envie que les choses changent. Ils ont envie de continuer le petit mandat tranquillou jusqu'à la fin des temps. Et tant pis si la France en crève, c'est pas grave. Effectivement, je comprends. Moi, c'est honnêtement, quand on regarde la situation économique, sociale, politique, internationale de notre pays, il me semble que y a des choses plus importantes que la relation entre deux partis de droite, dont un en perte de vitesse monstrueuse, en France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que pour moi, c'est avoir... il paraît que quand ils étaient tous avec Schengen, avec Pétain, là, vous savez, tous les collaborateurs là, qui étaient avec Pétain, ils se disputaient comme des fous pour savoir celui qui serait assis à la droite du maréchal et tout, quoi. Donc, est-ce qu'ils sont arrivés à ce point de crétinerie et d'imbécilité pour continuer sur des querelles parce qu'ils supportent pas ceux-ci ou parce que, je sais pas, les gens du FN sentent des pieds ou... Oui, je pense que il y a plusieurs raisons. Je pense que déjà, c'est surtout les vieux du parti qui sont contre ça. Donc ceux qui ont toujours eu tort, qui sont trompés surtout. Voilà, ceux qui sont dans la politique depuis 40 ans. Donc si vous êtes dans la politique depuis 40 ans, désolé de vous dire que le résultat est pas très beau. Donc soit vous avez jamais réussi à faire de la politique, soit vous l'avez fait et c'est encore pire. Donc ça veut dire que vous êtes responsable de la situation dans laquelle on est. Et eux, leur ADN, effectivement, ils ont toujours voulu avoir le monopole de la droite, et donc vouloir éliminer par principe tout ce qui était à leur droite. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont en position de force. C'est le RN, clairement, qui a totalement atomiser le score du parti des Républicains. Derrière, à mon avis, ils savent pas forcément comment réagir. C'est pour ça qu'on n'a pas d'ailleurs pour le moment tellement la réaction des députés. En fait, c'est la réaction des députés qui est intéressante. Parce que pour le coup, le président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marleix, il s'est dit contre cet accord avec le RN, mais les autres députés, on les a pas tellement entendus pour le moment. Donc, à mon avis, ils savent que en tant que LR tout seul, ils sont morts. Maintenant, la question c'est est-ce que vous rejoignez Renaissance ou est-ce que vous rejoignez le RN, quoi. Aujourd'hui, on voit cette ligne de fracture au sein du parti Les Républicains. Quand vous avez un parti à 7% dans lequel il y a une fracture, c'est que désolé, vous n'avez pas une espérance de vie hyper longue, quoi. Oui, vous avez du mal à remplir une cabine téléphonique, alors. Ouais. Si en plus vous vous divisez en deux, ça va être, vous devenez de plus en plus important, quoi. Ouais. Cette ligne de fracture, on la voit depuis plusieurs années. Il y a des gens comme Valérie Pécresse, comment il s'appelle l'autre, qui sont Macron compatibles. Voilà, Xavier Bertrand et tout, qui n'ont jamais dit un mot particulièrement brutal contre Macron, qui sont dans une opposition très douce. D'ailleurs, ils n'ont pas voté de motion censure en plus. Ils n'ont jamais voté de motion de censure. Ils ne gouvernent pas leur région de manière très différente de ce que ferait Renaissance. Alors que de l'autre côté, il y a des personnalités justement comme Éric Ciotti et tout, ou même Laurent Wauquiez d'ailleurs, ça serait intéressant de voir ce qu'il va dire, Laurent Wauquiez. Justement, Wauquiez, aux dernières nouvelles, en tout cas, de ce que je sais, il a un peu les fesses entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il a dit non clairement à une alliance avec Renaissance, et après, pour qualifier une potentielle alliance avec le Rassemblement National, il a parlé de saut dans l'inconnu. C'est pas non plus le mot le plus brutal qu'on a entendu à l'égard du RN. Non, on peut sauter dans l'inconnu, ça peut être intéressant d'ailleurs. Oui, ça peut être intéressant. On peut être heureusement surpris d'ailleurs. Je veux dire, chez les Républicains, quand même, depuis 15 ans, on s'emmerde un peu. Donc le saut dans l'inconnu, peut-être que c'est pas si mal au final. Voilà. Alors, donc si on essaie de résumer ce qu'on dit, dans le fond, qui perd avec cette dissolution? Bon, il semble... le grand perdant, c'est le parti du président, non? J'ai l'impression Parce qu'il va se retrouver coincé de deux côtés, lui, avec une gauche et une droite, et lui, il n'a rien à offrir, si ce n'est le soutien du président que tout le monde vient de désavouer. Donc, il propose, c'est original, il propose de faire une grande alliance qui va du centre droit au centre gauche.
Mais on n'a jamais vu ça avant, hein, par hasard. C'est ce qu'ils ont essayé de faire entre Bayrou et Pécresse, et ça n'a pas marché, quoi. Ouais, oui, voilà. Donc ça, c'est d'ailleurs au final, ils proposent de faire ça, et puis dans la même journée, on a l'EPS qui se met avec LFI et les LR qui se mettent avec le RN. Donc pour l'instant, c'est pas une très grande réussite. Ils sortent d'un score inférieur à 15%, donc ils partent de très bas, sachant que si on additionne, alors bien sûr, ça veut pas dire que toute la NUPES, ça veut pas forcément dire toute la gauche additionnée, mais si on additionne les scores de la gauche aux européennes, ça donne 31,5. Le RN tout seul, ça fait un poil plus. Si on additionne le score de Reconquête et des LR, on peut être au-dessus des 40%. Donc si vous avez dans énormément de circonscriptions, on va dire une gauche plus les 50% qui n'ont pas voté, dont on peut penser qu'ils ne sont pas des soutiens farouches de Macron. À mon avis, ce ne sont pas des soutiens farouches de Macron. Ils peuvent tourner soit à gauche si jamais ils perçoivent une chance, soit à droite, mais je ne les vois pas aller chercher le centre mou. Ouais, effectivement. Et à mon avis, je pense que la participation sera plus forte que la dernière fois il y a 2 ans. Elle était très faible, je crois qu'elle était à 48%. Mais à mon avis, ça ne va pas non plus sauter le plafond. Et je pense qu'on aura des résultats qui seront globalement cohérents avec les élections qu'on vient d'observer. Et par conséquent, si vous avez le parti présidentiel qui, dans la plupart des circonscriptions, fait moins de 20% des voix, pendant que vous avez l'Union de la gauche qui fait plus de 25% des voix et l'Union de la droite, pareil, hein, on peut quand même l'imaginer, ça veut dire que Renaissance sera absent d'énormément de second tour. Bah oui. Donc forcément derrière, le troisième il l'est automatiquement, non? Le troisième, il faut avoir 12,5 des inscrits. Des inscrits. C'est-à-dire quasiment 20. Voilà, donc si vous avez une participation de 50%, ça veut dire qu'il faut faire 24, même 25. Donc c'est fait à peu près nulle part. Ouais. Donc le premier perdant, c'est le parti du président. Je suis extrêmement attristé. Le deuxième, si j'analyse la façon dont les gens raisonnent, si j'écoute les différentes personnes qui ont parlé dans le poste hier, etc., c'est la technostructure, c'est ce que j'appellerais l'ENA. Ouais. L'ENA est le perdant total de ces élections, parce que dans le fond, tout le monde dit on a été gouverné par des corneaux, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, Jordan Bardella est le symbole de ça. C'est-à-dire que si la coalition du RN gagne, le prochain Premier ministre sera un gars de 29 ans qui... il a fait une licence de géographie. Mais il a pas fait d'études, il a juste son bac. Et donc, ça veut dire... Parce qu'on était gouverné par une espèce de fausse opposition, on vous disait regardez Juppé, ouais. Regardez Fabius, regardez comme ils sont différents, en fait c'était 2 fois le même, ouais. Regardez Mézel, regardez, comme dit la chauve-souris dans La Fontaine. Et le dernier avatar de cette espèce de technostructure imbécile et non politique, ça a été Macron, qui nous a expliqué qu'il était et de gauche et de droite, que ouais. C'était... Et puis lui, il est en train de se fracasser en plein vol. Donc est-ce qu'on pourrait espérer que c'est la fin de la technostructure et le retour des politiciens? Ah oui, des hommes qui font de la politique. Complètement. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être très intéressant ce qui se passe, par exemple, à LR, et c'est ce que j'espère qu'il se passera, même si... qu'on sorte les vieux. Voilà, qu'on sorte les vieux. C'est-à-dire que si les vieux sont vraiment pas contents, c'est pas grave. Ciotti fait un forcing pour présenter dans plusieurs circonscriptions des gars sous étiquette LR, mais qui sont des plus jeunes. Alors, si possible, des gens un peu diplômés qui savent ce qu'ils font. Voilà, des gars qui ont pas... Je vous arrête parce que vous savez quels ont été les 3 meilleurs ministres des Finances en France depuis 50 ou 70 ans, 80 balais. Allez-y. C'était Pinet. Ouais. C'était le garagiste, là, sécurité des finances, et puis le troisième, ça a été Bérégovoy. Les trois, ils avaient le certificat d'études, mais il n'y en avait aucun qui avait fait des études. Donc, si vous voulez avoir un type, mais les trois, ils avaient mené des affaires ou des syndicats. Donc, ils savaient mener d'abord des hommes, et ensuite faire une fin de mois, quoi. Donc, quand vous me dites qu'ils ont fait des études, j'aimerais qu'ils aient été docteurs ou, je sais pas, pharmaciens ou charpentiers, mais qui soient des gens qui ont travaillé et qui ont eu des problèmes de fin de mois. Et pas des gars qui, pour trouver comme solution d'augmenter les impôts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
C'est pas que j'ai une méfiance vis-à-vis des diplômes. J'en ai moi-même accumulé beaucoup plus que ce dont j'avais besoin, mais cette révérence que les Français ont face au diplôme, alors que ce qui compte, c'est le caractère, ça m'ennuie. Donc, oui, effectivement. On pourrait essayer de trouver quelques capitaines d'une équipe de rugby. Si vous voulez, je préférerais voir l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby en politique que le type qui est sorti premier de l'ENA, quoi, si ça vous fait rien. Effectivement, nous avons plus besoin, surtout de aujourd'hui, je pense, effectivement, de politiciens de caractère plutôt que de politiciens qui ont appris justement à ne pas en avoir. Et appris à dire le contraire de tout et son contraire. Donc c'est vraiment fatigant ça. Donc encore une fois, il faudrait, ce que j'espère aussi, cette troisième, ce que je tire de ça, c'est que je pense, je peux me tromper, mais que c'est une immense défaite de Paris contre la province. Ah bah, j'ai une carte. Pour moi, c'est ça. Donc, si vous voulez, c'est la défaite des faux intellos, c'est la défaite de Paris, et c'est la défaite de l'absence de caractère. J'ai une carte qui est très parlante. La carte de France. Quelle liste est arrivée en tête dans votre département ? Alors, j'ai fait un comparatif avec la carte des élections européennes de 2019. Et alors c'est vraiment très simple pour les élections là de 2024, les élections européennes. Et ben en fait le Rassemblement national est arrivé en tête dans tous les départements, à l'exception de Paris et de la Petite Couronne. Où là, bah, c'était soit le PS, soit Renaissance qui était en premier. Donc effectivement, là on a Paris, et puis on a tout le reste de la France. Avant, on avait au moins la Bretagne, le sud-ouest, des endroits comme ça, la Savoie, qui était un peu plus à gauche, du moins un peu plus centriste. Là, aujourd'hui, il n'y a plus un seul département du moins de la France métropolitaine qui a voté en premier pour Renaissance. Donc l'analyse que je fais, c'est la fin de Paris, c'est la fin de l'ENA et c'est la fin des fausses élites administratives, c'est le grand retour du politique. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Ah, c'est une excellente nouvelle. J'espère qu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère politique où on remet en question toutes les certitudes que l'on a bâties ces dernières années. Donc ça veut dire que quiconque prendra le pouvoir, la première chose qu'il doit faire, c'est bien sûr de demander un audit des dépenses de l'État, parce que il faudrait savoir ce que ces corneaux qui ont tout gouverné à partir de ce petit point rouge qui s'appelle Paris, et à qui ils ont versé du pognon, sans doute beaucoup à eux-mêmes, comment ils l'ont dépensé, comment ils l'ont dépensé, et si par hasard on pourrait pas en récupérer un peu et les mettre en prison, quoi. Ce serait peut-être déjà une bonne façon de traiter le problème. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut faire une dépense de l'État. Il faut faire un audit des dépenses de l'État. C'est absolument. Si je devais donner un conseil à quiconque, en particulier au parti qui risque d'arriver au pouvoir, c'est ne vous engagez pas sans avoir des garanties extrêmement fortes, parce que vous risquez de vous faire avoir, comme Chirac s'est fait avoir par Mitterrand dans la première cohabitation. Donc il faut que si vous acceptez de gouverner sous les ordres de cet homme, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez dire non, moi, tant qu'il est là, qu'il prenne quelqu'un d'autre. Je voterai au fur et à mesure, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Et si vous acceptez, vous le prenez par exemple en demandant comme gage que le président, la première mesure, ce soit de décréter un référendum d'initiative populaire pour que ce soit plus le président qui soit maître de l'ordre du jour, mais que ce soit le peuple. C'est-à-dire que ça me paraîtrait de commencer par... moi, je refuse par principe, sauf si j'ai ça. Monsieur Macron n'a strictement rien à offrir au Rassemblement national, mais il le trahira à la première occasion. Ah oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, justement, le président de la République, alors c'est pas très clair, parce que ce matin, les journaux et les émissions de télévision en ont parlé, et après, il paraîtrait que en fait c'était faux. Mais il aurait évoqué la possibilité de mettre en balance sa démission dans ces élections. Ben, tant mieux. C'est-à-dire que s'il perd les élections, si la majorité n'est pas la sienne, eh bien il démissionne. Ça, au moins, ce serait oui, ce serait honorable, ça. Ah oui, c'est pour le coup. Au moins, les Français sauraient pourquoi ils votent, là. Oui, absolument. Mais est-ce que cet homme pense vraiment qu'il y a 51% des Français qui seraient prêts à voter pour lui de peur de le perdre ?
Qu'est-ce qu'on a gagné avec lui? À mon avis, c'est plutôt c'est un argument qui tendrait plutôt à renforcer les oppositions. Parce que je suis sûr que là, il y aurait 90% de votants. Là. Si vous vous dites, effectivement, là, vous votez pour quelque chose, carrément pour virer Macron. Alors là, la participation passe à 90, là, c'est sûr. Oui. Ça, tout le monde va se précipiter, là. Il va falloir mettre des files d'attente devant les bureaux de poste. Hein, et encore, il a aussi dit qu'il ferait 3 allocutions télévisées par semaine jusqu'au scrutin. Alors il a vraiment très envie de perdre, je crois. C'est le cas extraordinaire. Vous le connaissez, c'est une vieille blague, mais c'est 2 explorateurs qui vont se faire bouffer quelque part dans l'île de la Sonde à Java ou je sais pas quoi. Ils vont se faire bouffer par des cannibales locaux. Et il y a un Suédois et un Français. Et alors il y a le Suédois on lui demande son dernier vœu avant d'être bouffé et il répond: j'aimerais faire un discours, parce que ils aiment beaucoup faire des discours, tous les mariages, les gens font des discours, tous les enterrements, il y a des discours, c'est très long. J'ai été à quelques mariages, mon frère vit en Suède, donc je connais. Et alors on demande français, il demande français, qu'est-ce qu'il va faire comme vœu? Il dit: je voudrais être bouffé avant le Suédois. Moi, c'est plus il fera de discours, plus les Français diront: je veux être bouffé avant le Suédois. Ouais. Oui, effectivement. Il y a que 3 semaines de campagne, mais au final, peut-être que les Français... 3 semaines de campagne et 10 discours, ça va paraître interminable. Ouais. C'est interminable, arrêtez. 10 discours, j'en peux plus. Et en termes d'analyse un petit peu sociologique, parce que j'en ai pas parlé, mais pour terminer cette émission, il y a deux éléments particuliers dont je voudrais parler. C'est le vote déjà par classe socio-professionnelle, par catégorie socio-professionnelle. Donc chez les cadres, c'est beaucoup plus équilibré. Le RN est quand même le premier parti, même chez les cadres, 18%. Le PS arrive derrière avec 16%. Derrière 15% pour Renaissance. Derrière c'est autour des donc 10%. C'est intéressant parce que finalement il y a beaucoup plus de relations qu'on ne le pense entre Renaissance et les socialistes qu'entre n'importe quoi d'autre. Donc l'alliance qu'il aurait dû avoir, c'était Renaissance et les socialistes, qui fait à peu près le tiers du vote. Puis ensuite, tous les corneaux de gauche et d'extrême gauche, et puis tous les corneaux de droite et d'extrême droite, quoi. Ouais. Là, on aurait eu un tiers. Oui. Tandis que là, on peut dire que les supporters du président, dont la moitié étaient probablement des socialistes parisiens de bon ton, ils vont manquer à l'appel, quoi. Ou alors peut-être ils vont voter pour lui quand même. Je sais pas, peut-être que face au mur, ils voteront pour lui. C'est sûr que il y a une grosse partie du vote Glucksmann, parce que Glucksmann c'est pas gauche radicale, c'est plutôt centre-gauche. C'est la gauche affairiste. Voilà, exactement. Et donc c'est gauche atlantiste, vraiment gauche des années 2000, début 2010, quoi, un peu. Et par conséquent, ce vote-là s'explique en grande partie par un vote Renaissance qui était un peu fatigué et qui, à mon avis, venait à la base justement du Parti Socialiste à l'ancienne, de François Hollande, et qui est un peu retourné par un petit mouvement de balancier, c'est-à-dire que oui, Gabriel Attal, tout ça fait pas non plus rêver, donc on va mettre son petit vote pour les européennes, ça coûte pas grand-chose. Peut-être que effectivement pour des élections législatives où là c'est peut-être un peu... il peut y avoir des relations entre le LR et le parti du président en particulier, j'imagine, chez les retraités ou des choses comme ça c'est possible. Ouais, je pense. Mais il ne peut pas y en avoir entre le parti du président et le parti de Madame Le Pen. Ah non. Je crois que il y a peut-être des gens qui votaient avant pour Macron et qui en ont tellement marre du niveau d'insécurité par rapport à l'immigration, par rapport à plein de choses, qui ont été déçus peut-être économiquement aussi de toutes les promesses non tenues par rapport au programme originel de Macron en 2017, qui se sont dit finalement le RN c'est pas si con que ça. Donc il y a peut-être une petite partie du vote RN qui s'explique par des anciens votes Renaissance, La République En Marche à l'époque, mais effectivement il y a beaucoup les deux partis avec le plus de relations d'électeurs, c'est le PS et Renaissance, clairement, et ça se voit avec le vote des cadres principalement. C'est le centre gauche technocratique et proche du pouvoir, quoi, près de la gamelle, ça, voilà, bon.
Et derrière, ce qu'on observe, c'est que plus on va vers les catégories socio-professionnelles plutôt populaires, comme les employés ou les ouvriers, plus en fait le vote RN écrase absolument tout. Là, chez les ouvriers, c'était quand même assez hallucinant. Le vote La France Insoumise chez les ouvriers, c'est 7%, alors que le vote Rassemblement National, c'est 52%. Majoritaire directement. Et il n'y a aucun parti qui dépasse les 10%, du coup, à part le RN, chez les ouvriers. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc le RN est le premier parti dans absolument toutes les catégories. Et alors, qui vote LFI? Qui vote LFI, ça, c'est... alors, il y a du vote banlieue, mais il y a aussi beaucoup de votes citadins, notamment du nord-est parisien. C'est les jeunes étudiants, les catégories 18-24 ans qui votent beaucoup pour la France Insoumise. Oui, c'est surtout ça. Et après, il y a du vote de cadres de gauche, il y a des professions intermédiaires. Chez les professions intermédiaires, c'est 13% pour la France Insoumise. Sociologiquement, c'est cette partie-là, quoi. Et derrière, en catégorie d'âge aussi, ça m'intéressait parce que le RN est aussi le premier parti dans toutes les catégories d'âge, à l'exception uniquement des 65 ans et plus, où il est à égalité avec Renaissance, à 26%. Donc même les retraités se mettent quand même à voter pour le Rassemblement National. S'ils veulent sortir de chez eux, ça, je comprends. Effectivement. Et oui, c'est le Rassemblement National écrase absolument tous les autres partis dans les autres catégories d'âge. Chez les 35-49 ans, le RN est à 36 et le deuxième parti, c'est Renaissance, à 12. Et là, on voit effectivement chez les 18-24 ans, la France Insoumise est à 20. C'est des gens qui travaillent pas encore en général, qui votent pour la France Insoumise. Surtout. Ça, il faut mettre le droit de vote à 35 ans. Oui, peut-être. Moi, ça m'emmerderait un peu pour le moment, mais... Non, c'est cet animal de Giscard qui l'a foutu à 18 avant. On votait à 21 ans. Ouais. Ça aurait pas été mes premières élections quand même, mais Giscard, je crois qu'il avait été battu d'ailleurs à cause de cette décision qu'il avait prise, parce que c'était les jeunes qui ont... les jeunes traditionnellement votent plutôt à gauche, ouais. Là c'est pas le cas. Le vote de gauche des jeunes est vraiment très à gauche, mais en revanche, si on regarde dans la globalité, on additionne la droite, ça fait 50%. Ce qu'on disait autrefois, je sais pas si c'est vrai, c'est si on vote pas à gauche quand on a 20 ans, on n'a pas de cœur, et si on vote toujours à gauche à 40, c'est qu'on est idiot. Oui. On n'a pas de brain, on n'a pas Aujourd'hui, les d'intelligence. gens ont tendance à faire les deux. Ils votent plutôt à droite à 20 ans et ils continuent de le faire à 40 a priori. Ils ont fait d'énormes progrès sur la génération. En général, lorsque vous votez déjà à droite à 20 ans, vous avez peu de chances de vraiment changer d'avis après. Alors que lorsque vous votez à gauche à 20 ans, il y a plus de chances que vous votiez à droite après. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'imagine que l'actualité va continuer à évoluer à une vitesse absolument faramineuse. C'est une actualité assez excitante, je dois dire, parce que j'ai l'impression qu'il se passe jamais rien dans ce pays. C'est la date de ce truc-là, juste avant les Jeux Olympiques, par exemple. Qui va être ministre de l'Intérieur ? Là, c'est très perturbant parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Il n'y a plus de classe politique, là, en fait. Il n'y a plus tellement de dirigeants, en fait. Mais c'est pas ça, on a les Jeux Olympiques qui arrivent. Ouais. Il y a des risques d'attentats monstrueux. Ouais. Et qui est ministre de l'Intérieur ? Qui va être ministre de l'Intérieur ? Le 14, il y aura un nouveau gouvernement, sans doute. Ouais. Le type, il sera assis dans sa chaise et ça commence à péter partout. Oui, effectivement. Il peut rien, il connaît rien. C'est pas le numéro de téléphone du flic du quartier, lui. Oui, ça va être un début de job assez compliqué, je pense, pour le prochain ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit. Ce sera peut-être, je sais pas, ce sera peut-être Éric Ciotti, hein, si la coalition de droite l'emporte, ce qui semble être assez probable. Ça peut être ça. Oui, en fait, ça va être intéressant parce que sans ministre de l'Intérieur, sans ministre de la Justice, sans ministre des Armées, etc., encore une semaine d'expérience, quand on rentre dans un truc qui, comme si on a une expérience, Dieu, je sais que je le souhaite pas, mais comme les Jeux de Munich, où il y avait eu les attentats contre les Israéliens, qui s'en occupe ? Qui est responsable ? Je sais pas. Donc moi... Et puis ensuite, laisser 3 semaines aux gens pour faire une campagne, ou 15 jours, les pauvres, ils en sortent d'une campagne, ils ont plein rond. Ouais. C'est pas très sympathique, ça. Non, je pense que, d'une certaine manière, Macron a peut-être été pris à son propre jeu. Il s'est peut-être dit qu'en 3 semaines, les partis de gauche et les partis de droite n'arriveraient pas à se mettre d'accord, et qu'il arriverait peut-être comme ça à tirer son épingle du jeu.
Au final, à peu près tout le monde a réussi à se mettre d'accord en l'espace de 2 jours, donc c'est assez encourageant. C'est dire à quel point les gens ne peuvent plus de Macron quand même. C'est toujours pareil, pour arriver à des résultats, il faut botter les fesses des gens autour de bras, quoi. Ça se passe très bien, ça. Donc on les a mis devant une impossibilité. Impossible n'est pas français, ils ont tous décidé qu'ils s'aimaient après tout. Ouais. Si vous voulez, et puis ce qui est assez Glucksmann s'est mis à aimer Mélenchon, enfin c'est bouleversant, quoi. Ouais. Et ce qui est assez perturbant, c'est que on ne sait pas trop ce que Macron comptait faire de ces dernières années de mandat. C'est-à-dire que là, on était en plein dans un projet de loi sur la fin de vie, c'est-à-dire l'euthanasie en fait. Bon, c'est pas très vendeur comme thème de campagne, dire faut absolument légaliser l'euthanasie, c'est peut-être pas le sujet du siècle. En 2022, il promettait monts et merveilles, par exemple sur l'immigration, sur d'autres sujets. Il voulait faire sa réforme des retraites. Il est peut-être pas impossible qu'il se soit rendu compte qu'il était nul, mais à ce moment-là, pourquoi il a pas démissionné directement? Si ça se trouve, il en a marre du job. Hein. Si ça se trouve, il en peut plus. Il est peut-être fatigué, il sait plus quoi faire. 10 ans, c'est fatigant. 8 ans, c'est fatigant. Hein. 8 ans, c'est fatigant. Au final, s'il part, il aura fait un septennat. Hein. C'est 2017-2024. Ça nous a paru plus long que ça. Hein. Ça nous a paru plus long, oui. Mais peut-être que finalement, il y a une raison pour laquelle le septennat a duré si longtemps. Mais on le sait, ça, dans les ans. Si vous laissez tous les gars qui restent. En principe, 10 ans, c'est presque. Le type, il est folie en sortant. Même Madame Thatcher, qui avait une certaine robustesse, dans les 2 ou 3 dernières années de sa vie, elle agaçait beaucoup de gens parce que. Elle se prenait pour le bon Dieu, quoi. Donc, si vous voulez, je crois que 7 ans de pouvoir absolu, c'est le maximum que peut supporter un esprit normal, quoi. Ouais, peut-être. Donc, et en plus de ça, vu comment il a lui-même gouverné, vu comment il a pris sa fonction avec une très grande importance, c'est sûr que ça rend encore plus fou. Parce qu'à la limite, vous êtes président un peu comme on l'était sous la 4e, peut-être que vous pouvez... Non, ça c'était pas gênant. C'était pour découper les fils. Non, mais si vous prenez des décisions, je crois que vous pouvez en prendre pendant 2, 3, 4 ans, mais après ça, vous êtes totalement ratatiné. D'ailleurs, quand il a fait son discours, il avait l'air d'avoir 70 ans, le pauvre vieux. Il avait l'air d'être fatigué. Il a vieilli en quelques années. C'est vraiment creusé. Hein. Effectivement, ouais. Mais c'était un peu tristouné. Écoutez, sauvons Macron et... Oui, il faut le rendre à ses activités antérieures. Voilà, si vous voulez éviter que... Non, c'est ça. Il faut le renvoyer tout de suite à ses activités antérieures. Faites preuve d'humanité envers notre pauvre président qui n'en peut plus. Mettez-le au chômage, il demande que ça. Il sera bien payé, vous inquiétez pas. Voilà, exactement. Il sera dans une bien meilleure situation. Il pourra se lever à l'heure qu'il veut. Voilà. Et il pourra écrire ses mémoires, ce qui sera passionnant. Exactement. Il fera un succès de librairie. Voilà, donc rendez service à Macron, foutez-le dehors dans 3 semaines. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci sur beaucoup. l'Institut des Libertés. Merci 1000 fois.